Bonjour, je suis Viviane Nana, votre conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer de surfer sur la vague des pervers narcissiques et de leurs mécanismes de défense. Bon, je vais continuer là-dessus simplement suite aux questions qui m'ont été posées par certaines personnes. Notamment, on m'a demandé c'était véritablement que le déni et à quoi renvoyaient véritablement les mécanismes de défense. Donc, je vais commencer par le mécanisme de défense. Comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, le mécanisme de défense est mis inconsciemment en place par le cerveau pour protéger la personne d'une réalité trop dure pour elle à affronter. Et comment est-ce que le cerveau peut faire ça? Il peut dissimuler. C'est pour ça que, par exemple, face à certains chocs, les gens deviennent amnésiques parce que le cerveau les protège. Donc, du coup, paf, c'est le trou noir, ils ne s'en souviennent plus. Donc, ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire du mal. Donc, du coup, voilà, on est protégé. Donc, le mécanisme de défense, c'est pour permettre à la personne de survivre. Ce sont des mécanismes de survie. Pourquoi? Parce que justement, le choc est tellement intense pour la personne, pour l'enfant en l'occurrence, qui a été le pervers narcissique. Le choc, le trauma est tellement, ou les traumas, les violences ont tellement été intenses, tellement été intolérables, inacceptables, que pour se protéger, eh bien, le cerveau a créé, le cerveau met comme un voile sur le visage, le cerveau met comme un voile sur leurs yeux qui déforme la réalité. Donc, du coup, voilà, le cerveau les coupe de la vérité et leur crée une autre réalité. Donc, la création de cette autre réalité-là, qui est parallèle, c'est pour leur permettre d'accepter, c'est pour leur permettre de survivre à ce qui s'est passé dans leur vie. C'est pour leur permettre de digérer la situation. Donc, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, on va voir même quand on va prendre par exemple le mécanisme de déni, le mécanisme de déni dans le processus de deuil. C'est que quand on perd un être cher, quand on perd un proche, surtout de manière soudaine, eh bien, parfois c'est tellement choquant, c'est tellement dur à accepter. On a d'abord l'impression de rêver. Il y en a qui refusent d'accepter que voilà, la personne est morte. Donc on est comme dans un rêve et voilà, on ne veut pas se réveiller de ce rêve-là. On est, on est tellement choqué. Et maintenant, il faut du temps. Il faut du temps pour que, avec les autres, il faut du temps, doucement, du travail sur soi-même. Et on finit par accepter. On finit par accepter cette perte-là et par vivre avec. On finit par accepter de vivre et d'être équilibré, d'être heureux sans la personne, voilà, qui nous était chère. Mais il y a des personnes aussi, parce qu'elles sont tellement perturbées, qu'elles n'arrivent pas à vivre sans ces personnes-là et qui finissent, par exemple, par se suicider, qui n'acceptent pas cette vérité-là, qui ne réussissent pas à affronter cette réalité-là, qui finissent parfois par se suicider. Donc, c'est un peu ça, ce mécanisme de défense. Donc, dans le cas du déni, c'est que, comme j'ai dit, dans un premier temps, on se croit comme dans un rêve. Mais même quand on rêve, à un moment, on se réveille. Donc, même le processus normal, dans certaines situations stressantes pour nous, des situations de choc émotionnel pour nous, eh bien, il y a d'abord le phénomène de déni. Donc, c'est un phénomène, c'est un mécanisme de défense tout à fait normal et tout à fait commun à toutes les personnes, à tous les êtres humains. On en a besoin souvent pour se protéger. On en a besoin souvent pour pouvoir affronter certaines circonstances de nos vies. On en a vraiment besoin. Donc, mais quand passé le choc, eh bien, à un moment, voilà, on finit, il y a l'acceptance. Il y a l'acceptation de la situation. On finit, voilà. On finit par accepter la douleur, par vivre avec cette douleur, par vivre avec cette castration, cette séparation-là. On finit par vivre avec la situation et voilà, on arrive à s'en sortir. On arrive à être heureux, équilibré par la suite. Mais le problème avec le pervers narcissique, c'est que comme c'est pathologique,
Comme le cerveau a installé des lunettes, eh ben, il n'arrive plus à se départir de ces lunettes-là. Donc, il est dans une phase, on va dire, de rêve, comme j'ai expliqué tantôt, mais il ne se réveille pas de son rêve. Donc, du coup, il n'a pas accès à la vérité par la suite. Il continue à vivre là-dedans parce que euh, il se sent tellement mal, il a la peur. Parce que la peur s'est tellement installée. Revivre encore ça un jour, non. La peur vient maintenant s'installer. Donc, le mécanisme de défense s'est mis en place. La peur est venue s'installer. Et après, maintenant, il n'arrive plus à sortir de là, quoi. Donc, ce qui est ponctuel, occasionnel pour des personnes normales, pour lui, ça devient pathologique parce que ça devient une situation constante. Et on ne peut pas constamment vivre dans le déni. Parce que le cerveau a mis ça en place un temps pour nous aider, pour qu'on puisse survivre. D'accord, maintenant qu'on a survécu au choc, et maintenant qu'on peut mieux le digérer, eh bien, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on vive avec. Mais le pervers narcissique, lui, il refuse de vivre avec cette vérité-là. Il refuse. Donc, un pervers narcissique va, par exemple, et il peut par exemple développer le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, parce que ce sont souvent des gens qui, la plupart du temps, qui ont vécu dans des foyers, des couples dysfonctionnels. Peut-être qu'ils ont eu à subir des actes de violence au sein du couple de leurs parents. Mais ils ne vont jamais, je veux dire, ils se font une autre image. Ils voient bien que le couple des parents était dysfonctionnel, mais leur image dans leur tête, c'est que non, c'était un très bon couple. C'était un très bon couple. Il fixe ça dans sa tête et c'est ça, c'est ça. C'est pas la vérité, ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est le contraire même de la vérité, mais pour lui, c'est sa vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est sa vérité. Donc, du coup, il est dans le mensonge, il est dans l'illusion. Donc, vous allez entendre quelqu'un dire, non, mes parents, leur couple était très bien, ou mon père était ceci, parfait, ma mère était parfaite, et voilà, mes frères et sœurs, nous sommes parfaits. Mais quand vous les fréquentez avec le temps, vous vous rendez compte que c'est le parfait contraire. Pourquoi? Parce que c'est ça la vérité. C'est ce qui s'est mis dans la tête pour pouvoir survivre. Donc, le choc, accepter que pour lui, ses parents, le couple de ses parents n'était pas un bon couple. Accepter que sa mère n'était pas une si bonne personne que ça. Accepter que son père avait ses défauts, n'était pas une si bonne personne que ça. Ben non, il n'accepte pas. Donc, comme avec le clivage, il s'est coupé d'une partie, il s'est coupé du côté négatif de sa personne, de sa personnalité. C'est la même chose qu'il fait avec les gens, avec certaines personnes autour de lui. Par exemple, des personnes qu'il aime et qu'il a envie de soutenir, qui lui ont fait du mal, à qui il a vu vraiment, qui ont eu des trucs tellement négatifs. Et bien pour ces personnes-là, il va développer aussi un faux self. Il va sortir aussi, il va créer toute une histoire, il va créer tout un environnement, il va créer tout un truc, quoi. Il va créer toute une histoire positive autour de cette personne alors qu'elle ne l'était pas. Parce que une personne qui grandit normalement, les parents, chacun fait du mieux qu'il peut, hein, et comme personne n'est parfaite, il y a forcément des erreurs qui se glissent dans l'éducation, il y a forcément des erreurs que les parents, en tant qu'êtres humains, commettent, hein. Donc, et comme disait quelqu'un, le rôle des enfants, c'est de juger leurs parents. À un moment, quand on arrive à un certain âge, à l'âge du discernement, à l'âge adulte, on juge nos parents. Et pour quelqu'un qui est équilibré, eh bien, il peut partir de ses parents pour corriger, pour avoir une certaine discipline dans sa propre vie. Il peut partir de son parent pour dire, voilà, j'ai pas vécu telle chose, j'aurais aimé vivre telle situation dans ma vie avec mes parents. Voilà, je ne l'ai pas vécu, eh bien, je vais le mettre en place dans ma propre vie. Mais le pervers narcissique en est incapable. Puisque pour ça, il faut un jugement de valeur sur ce qui s'est passé dans son histoire. Il faut pouvoir reconnaître qu'en réalité, les parents n'étaient pas si parfaits que ça. L'histoire n'était pas si parfaite qu'il se l'est racontée. Et ça, c'est un choc pour lui. Je veux dire, jusqu'à l'âge adulte, il n'accepte pas. Il soutiendra mordicus le contraire. C'est ça. Et euh, malheureusement, quand on parle de déni, on parle de mensonge. Donc, ça veut dire que les pervers narcissiques, non seulement ils vivent dans le mensonge, ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent aux autres. N'attendez pas de quelqu'un qui n'est pas authentique avec lui, qu'il soit authentique avec vous. Il ne faut pas rêver.
Ils ne se racontent pas la vérité, ils ne se disent pas la vérité à eux-mêmes, ils ne reconnaissent pas leur propre... Ils n'acceptent pas, ils n'assument pas leur propre histoire en réalité. Ils ne s'assument pas eux-mêmes. Mais ce sont les premiers à dire j'assume, j'assume. Non, ils n'assument rien du tout. Ils n'assument rien du tout. Parce que pour s'assumer, il faut déjà reconnaître qui on est. Il faut déjà accepter qui on est. C'est ça, assumer. S'ils assumaient, c'est qu'il n'y a pas de chemin de projection et tout ça là. C'est parce qu'ils ne s'assument pas. Puisqu'avec le clivage du moi, il se coupe entièrement, il se coupe de la réalité négative, il se coupe de la personnalité négative qu'il voit en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ignore, hein. Ça veut dire qu'il refuse de regarder ce côté-là. C'est comme s'il endort sa conscience par rapport à ce côté-là. Donc, il met en place, il construit un faux self, un faux moi. Et c'est ce faux moi-là qui présente à la société. C'est ce faux moi-là qui interagit avec les autres. Donc, le pervers narcissique, c'est une illusion, c'est un hologramme. C'est une personne qui n'est pas vraie. C'est une personne qui vend du rêve, des illusions. Et quand il vient maintenant, quand il vient rencontrer des proies d'une certaine qualité, comment il se nourrit de ces proies? J'ai dit, les proies ne sont pas de la même catégorie. Il y a des proies il y a des proies VIP, il y a des proies, des victimes VIP et il y en a vraiment low cost. Donc, quand ce sont des proies de moindre qualité, c'est comme si là, c'est comme une batterie qui a besoin d'être chargée à 100%, mais qui n'arrive, et puis le chargeur ne peut lui fournir que 10% de son énergie. Voilà. Donc, ça ne dure pas, donc vous imaginez donc que le fonctionnement ne va pas durer longtemps. Parce que la qualité de la nourriture n'est pas bonne, la qualité de l'énergie la quantité d'énergie qui a été mise dans le téléphone, par exemple, dans la batterie, c'était pas très significatif. C'est comme ça que ça se passe avec les pervers narcissiques. Donc, parce qu'il faut comprendre, et comme j'ai dit, la relation à l'objet qui est un acte critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans une relation de dépendance émotionnelle. La relation de dépendance émotionnelle veut que quoi? Il est obligé, il a besoin de l'autre pour survivre, il a besoin de la vitalité de l'autre. Donc, quand il tombe sur des proies qui sont topissimes, c'est-à-dire des personnes qui sont charismatiques, des personnes fortes, des personnes qui ont des qualités, des valeurs qu'on ne trouve plus beaucoup, qui ne sont pas trop communes, des personnes qui sont lumineuses, des personnes qui sont vivantes, équilibrées et tout ça là, eh bien, c'est le jackpot. Ça, c'est leur proie idéale. Et généralement, ce sont des hauts potentiels émotionnels. Ce sont des proies idéales là-bas pour eux. Parce que ce sont des personnes qui les remplissent vraiment. Pourquoi les remplir? Pourquoi? Parce qu'ils puisent vos qualités. Ils puisent vos valeurs. Et ils les miment en société. C'est pour ça qu'on parle de nourriture, d'approvisionnement pervers narcissique. Ils puisent ce que vous avez, ce que vous dégagez. Donc, c'est ça qu'ils essaient de mimer en société. Mais ce n'est que mimer. Ce n'est qu'un jeu de rôle, ce n'est qu'un histrion, ce n'est qu'un acteur. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas, le masque là qu'il met en société ne peut pas durer longtemps. C'est pour ça qu'un pervers narcissique ne supporte pas la solitude. Il ne peut pas vivre seul. Il lui faut absolument quelqu'un pour le nourrir et quelqu'un pour supporter, pour encaisser toute sa négativité. Quelqu'un pour lui, pour recueillir toute sa négativité, il faut quelqu'un d'autre. Et je disais donc, avec des proies de qualité supérieure, on va dire. Ces proies-là sont bien, pourquoi? Parce qu'elles supportent longtemps la négativité du pervers narcissique. Non seulement au contact de cette proie, ils se sentent beaucoup en danger parce que cette proie, c'est de la lumière qui vient exposer carrément. C'est comme des projecteurs qui sont mis sur leurs défauts, qui sont complètement dirigés sur leurs défauts. Donc, avec la proie de première catégorie, il se sent en danger, il se sent découvert. Il prend plus conscience du côté négatif, il prend plus conscience de la mauvaise personne qu'il est. Ça, avec les proies de première catégorie, c'est comme ça qu'il se sent. Donc, il se sent en danger. Et il se sent aussi, à ce moment-là, il développe aussi un complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne se sent pas à la hauteur de sa victime. Il sait que la victime, voilà, la victime le surclasse. Il sait que la victime
a en elle des choses qu'il ne possède pas. Et il veut se nourrir, il veut combler le vide qu'il a en lui. Le vide de valeur, le vide de compassion. Parce qu'il n'en a pas. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de respect. Il n'a rien de tout ça. Mais la victime les a. Donc, il a besoin de prendre, de puiser ça chez la victime pour s'en nourrir, pour combler ça en lui. Donc, quand il avait la victime, il voit ce que la victime fait et il peut reproduire ça en société. Mais il ne se l'accapare pas. Il ne s'en accapare pas. Il ne garde pas ça en lui. Parce que ça ne reste pas. C'est la vérité. N'oubliez pas, la vérité et lui, ça fait deux quoi. Donc, dites-moi, comment vous pouvez donc construire un couple avec déjà quelqu'un qui est faux, avec une illusion, avec un fantôme? Comment vous pouvez construire quelque chose, bâtir quelque chose de solide sur du mensonge? Comment vous pouvez vivre et avoir une bonne relation de couple épanouissante avec quelqu'un qui ne se remet jamais en question? Parce qu'il est parfait, c'est le faux self, il est parfait. Il se prend pour Dieu carrément. Vous lui devez tout. Vous lui devez admiration. Parce que tant qu'il est avec vous, vous devez l'admirer. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on l'admire. Il a besoin qu'on le flatte. Il a besoin qu'on lui montre qu'il est important. Il a besoin... Et il va toujours raconter des histoires où il se met en valeur. Où c'est lui qui est le plus... Il va toujours donner l'impression que tout tourne autour de lui. Parce qu'il est... Comme il est égocentrique là, tout doit tourner autour de lui. Si quelque chose marche, ça doit être grâce à lui. Et si quelque chose ne marche pas, c'est à cause de la victime. N'oubliez pas, il n'accepte pas le côté négatif de sa personne. Donc, il n'assume pas en réalité qui il est. Une personne équilibrée fonctionne toujours dans une certaine dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a les qualités, il y a les défauts. Quel est cet être humain qui n'a que des qualités et n'a pas de défauts? On est équilibré que lorsqu'on arrive à vivre parfaitement, à se sentir parfaitement bien, en vivant avec ses qualités, tout en reconnaissant ses défauts et en travaillant sur ses défauts pour les améliorer. Tout du moins en les acceptant. C'est ça qui crée notre équilibre. Mais lui, il sait qu'il a des défauts. Il est conscient de qui il est. Ce n'est pas qu'il ne sait pas qui il est. Il sait qui il est. Mais il n'accepte pas. Il ne va pas accepter qui il est. Et il préfère vivre dans le mensonge. Il n'enlève pas ses lunettes. Parce que la peur, si j'enlève les lunettes, si je me présente tel que je suis, puisqu'il a une très faible estime de lui-même, si je me présente tel que je suis, est-ce qu'on va m'accepter? Parce que n'oubliez pas, en raison de son immaturité émotionnelle, il y a eu en raison de son immaturité émotionnelle, il s'est arrêté à la phase oedipienne de son développement psychique, de son développement émotionnel. Donc, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Un enfant avec ses caprices, un enfant avec ses rages narcissiques quand il n'obtient pas tout de suite ce qu'il veut et tout ça là. Et il faut aussi comprendre que dans son enfance, il a manqué d'une chose, d'amour. Et d'ailleurs, on va parler de l'enfance du pervers narcissique, de ce qui a pu se passer dans son enfance pour causer ça. Mais ce qu'on peut résumer, on peut résumer tout en disant, c'est parce qu'il n'a pas, il a manqué d'amour. Donc, du coup, si quelqu'un ne peut pas vous voir, si quelqu'un fonctionne avec un masque, avec des lunettes, et qu'il est dans le déni, vous comprenez bien que ce déni-là, face à vous, il ne peut pas vous voir non plus dans votre véritable réalité. Il ne peut pas vous accepter tel que vous êtes, c'est pas possible. Puisqu'il ne vous voit pas tel que vous êtes. Il voit à travers son prisme à lui. Il voit à travers ses lunettes à lui. Il ne vous voit pas tel que vous êtes. Il ne peut donc pas apprécier vos qualités. Il ne peut pas... Par contre, il peut vite remarquer vos défauts. Oui, pourquoi? Parce que face à lui, il est parfait. Donc forcément, ce sont vos défauts qu'il va remarquer le plus, qu'il va le plus noter. Mais vos qualités, il n'en parlera pas. Ça ne veut pas dire autant qu'il n'est pas conscient de vos qualités. Quelque part, il est conscient de vos qualités, mais il ne les accepte pas. Parce qu'il n'accepte pas que vous soyez une bonne personne, que vous soyez bien, que vous soyez mieux que lui. Personne ne doit être mieux que lui. Non, comment? Personne ne doit être mieux que lui.
Donc, s'il faut vous saquer à longueur de journée pour vous noisser, pour qu'on ne vous considère pas, pour qu'on ne vous voit pas bien, il n'y a pas de problème. Lui, il va pas hésiter à y aller, quoi. Il va pas hésiter à foncer. Parce qu'on ne doit pas vous voir comme une bonne personne. C'est lui qui est la bonne personne. C'est lui qui est bien. C'est pas toi. Donc, c'est comme ça il faut comprendre ces mécanismes-là. Donc, comme je disais, c'est quelque chose, c'est véritablement une maladie. C'est vraiment pathologique. Et malheureusement, le pervers narcissique n'est pas en mesure de se remettre en question. Parce que pour pouvoir appeler à l'aide, pour pouvoir crier, demander de l'aide, pour pouvoir se soigner, il faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Or, le pervers narcissique est dans sa toute puissance, dans sa toute perfection. Donc, du coup, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Donc, s'il y a un malade dans l'affaire, c'est vous la victime. C'est vous qui n'êtes pas bien, c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui ne le comprenez pas. C'est lui la victime plutôt de, voilà, de toute l'histoire. Donc, j'espère que j'ai un peu expliqué et que vous avez mieux compris ce que je disais dans ce que je disais et ce que j'expliquais par les mécanismes de défense dans la précédente vidéo. Donc, à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye.